bien là, vous êtes au bon endroit pour parler de Pinot Noir ce soir. Alors, j'attends que les gens arrivent un petit peu. J'en profite juste pour me présenter peut-être. Je suis Marie-Dominique Bradford. Je suis la fondatrice de 3x20, le pionnier de la boxe de vin en France depuis 2010. Tous les mois, on livre des box, des coffrets surprises de plusieurs vins selon différentes formules par abonnement mensuel. Et ça permet de découvrir des vins qu'en général, les gens ne pourraient pas trouver par eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et à part ça, je suis aussi formatrice en œnologie, en master, en différents cours pour les professionnels du vin. Et j'ai aussi écrit plusieurs livres, mais entre autres ce livre-là, qui s'appelle Mon cours d'œnologie en 10 semaines chrono. Alors, faut quand même, faut pas chômer, hein, faut y aller vite en 10 semaines, mais il y a tout un tas de chapitres différents, chapitre après chapitre. Vous voyez, aujourd'hui, on va voir le Pinot Noir. Et à la fin de... je renverse tout. Et à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices. Donc là, si on a bien appris la leçon à la page précédente, on peut remplir les cases d'exercices dans un cahier de vacances, mais beaucoup plus rigolo puisque ça parle de vin, évidemment. Puis il y a les réponses à la fin du livre. En tout cas, voilà, mon cours d'œnologie en 10 semaines chrono. Et le dimanche soir, sur le live Facebook, on suit un peu les chapitres les uns après les autres. Alors la semaine dernière, on a parlé de Chardonnay. Ben, évidemment, après avoir parlé de Chardonnay, on est obligé de parler de son meilleur ami ou de son co-listier, on va dire, qui s'appelle le Pinot Noir. Voilà, vous êtes là. Je suis contente que vous soyez là, c'est top. Petit rendez-vous du dimanche soir. Petite dégustation et cours très décontracté du dimanche soir. Et voilà, j'adore faire ça, je suis très contente de le faire et ça m'amuse beaucoup et surtout de savoir que vous êtes en face de moi. Alors que d'habitude, quand je donne des cours d'œnologie, ben, il y a 10, 12 personnes qui me regardent. Alors c'est super parce que c'est très interactif, mais là j'ai l'impression que vous êtes plus et c'est génial. Par contre, c'est vraiment comme dans un cours, vous avez le droit de lever la main et de dire « Hep, madame, là, j'ai pas compris, il faut que vous me réexpliquiez ça » ou alors que vous entrez un petit peu plus en détail dans tel ou tel sujet. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Les lives, c'est fait pour ça. Je vois vos questions et j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Alors, on démarre cette petite séance sur le Pinot Noir. Alors, juste un petit panorama généraliste. Le Pinot Noir, on le trouve en France beaucoup plus en Champagne qu'en Bourgogne, en proportion de Pinot Noir planté. Par contre, en Champagne, on produit surtout du blanc que du rouge. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Je vous parlerai de cette petite particularité du Pinot Noir. Par contre, il y en a peut-être plus en Champagne qu'en Bourgogne, mais son origine est vraiment la Bourgogne. Ses ancêtres ont côtoyé les Gaulois, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment la Bourgogne au Moyen-Âge qui l'a fait connaître, notamment avec l'ampleur qu'ont pris les moines cisterciens en se propageant dans tout un tas de régions. Évidemment, c'est pour ça qu'il y en a en Champagne aussi, et bien au-delà d'ailleurs. Alors, c'est un cépage qui aime les régions fraîches. C'est pour ça qu'on le trouve majoritairement dans la moitié nord de la France. Si on dit que Lyon, c'est la partie le plus au sud, voilà, donc au nord de ça. Et c'est un cépage qui a la particularité d'être, on va dire, transformiste. C'est-à-dire que, là je vous parlais de la Champagne juste avant, c'est un cépage qui est pourtant un cépage qui fait du vin rouge, mais qui peut aussi faire du blanc. Vous avez sûrement entendu parler du blanc de noir en Champagne, eh bien, ou en crément d'ailleurs, tout à fait pareil.
on peut faire du vin blanc à partir de ce cépage qui est noir ou rouge, on va dire. En fait, la peau est très 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 fine, et donc quand on presse le raisin, le jus est complètement transparent et on peut faire du vin blanc à partir de ces raisins noirs. Il y a plein d'autres cépages qui font la même chose, bien sûr, mais voilà, c'est la particularité du pinot noir. Voilà, j'aime bien dire qu'il est transformiste. C'est aussi un cépage qui est juteux. Alors quand on croque dedans, on croque dans le pinot noir, c'est comme quand on croque dans une cerise. Juteux, ça éclate en bouche. Et en plus, dans le pinot noir, on a en plus ces mêmes arômes de cerise. Donc bon, faut pas croquer trop fort dans la cerise parce qu'il y a un noyau, sauf que dans le pinot noir, on n'a pas ce truc-là, on a juste cette explosion de fruits en bouche, et c'est ça qui est vraiment super. C'est un cépage qui fait des vins très suaves, très délicats, vraiment très séducteurs, presque sensuels. Le fait que la peau soit très très fine, ça veut dire que les tanins qu'on trouve dans les peaux des raisins, c'est ça qui donne la structure du vin, la charpente habituellement. Comme il n'y en a pas beaucoup dans le pinot noir, eh bien ça donne un vin qui n'est pas trop tannique, et du coup qui a ce côté fluide et lisse et hyper caressant en bouche. Voilà, pour ça que je disais que c'est sensuel, mais effectivement il y a un petit peu de ça dans le pinot noir. Évidemment, il y a des petites exceptions, puisque c'est un cépage qu'on trouve particulièrement en Bourgogne. Il ne faut pas penser que tous les vins de Bourgogne sont peu tanniques, et quand on voit les vins de Gevrey-Chambertin par exemple, ou Mercuret, ou Pommard par exemple, c'est des vins qui ont quand même une bonne structure tannique. Ça en fait des très bons vins de garde d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. On va revenir dans les petits détails bourguignons dans un petit moment, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, le pinot noir a une autre particularité, c'est qu'il est très influençable. Voilà, il a un caractère très influençable par le terroir. En fait, il est limpide, il est très transparent. On a vu qu'il n'était pas très tannique, ça lui permet, en plus par sa couleur, avec les tanins et la couleur qui est assez fine, assez peu marquée, ben, ça veut dire qu'il est translucide, il est transparent, et on arrive à voir à travers. Et surtout, ce qu'on arrive à voir à travers les pinots noirs des beaux endroits, c'est le terroir. Il n'est pas assez puissant et massif pour qu'on ne voit pas à travers. Et là, on voit le terroir. Donc tous ces endroits qui ont une forte personnalité, et ben on arrive à les sentir à travers le pinot noir dans nos verres. Et c'est ça qui est magique. Donc quand on progresse petit à petit, bonjour Nicole, bonjour Norbert, je vous vois arriver petit à petit. Donc plus on progresse dans la compréhension de cette espèce de magicien qui est le pinot noir, plus on se rend compte du degré de finesse qu'on arrive à trouver. Le grain, en fait, on parle souvent du grain fin ou du grain moyen. On n'est pas dans la toile émery ou dans le papier de verre, mais ça donne quand même une petite idée de comment ressentir en bouche la finesse de ce cépage qui est complètement magique, finalement. Et ça, j'avoue que dans la progression, dans la compréhension des différents terroirs, eh ben, on se laisse captiver, et c'est ça qui est absolument fascinant. Bon, en tout cas, moi je suis fascinée par ça. Et voilà, dans le côté influençable par le terroir, bien sûr il y a tout type de sol, bien sûr selon les endroits, mais voilà, on arrive à lire à travers le pinot noir, et c'est ça qui est vraiment super. Alors il y a un autre truc, c'est que c'est un cépage qui est plutôt fragile.
Il est même un peu capricieux et les viticulteurs ils disent c'est pas hyper facile à dompter, hein. Mais il est fragile parce que finalement, comme la peau est fine, il est fragile. Il peut être il tombe facilement malade, on va dire, hein. C'est pas un grand vigoureux bien costaud, il est plutôt fragile. Donc, il est sensible au mildiou, à l'oïdium, aux maladies de la vigne. Donc, faut vraiment, vraiment le surveiller comme le lait sur le feu. Il faut vraiment faire très, très, très attention. Mais il arrive à atteindre des montagnes de complexité parce que justement il a cette transparence qu'on arrive bien à voir. Et puis c'est un cépage qui aime bien, un petit peu comme son binôme le chardonnay, il aime bien le bois. Il aime bien le bois mais à condition de ne pas l'écraser. Ça lui donne ça le lisse, ça lui donne encore plus ce côté suave, ce côté sensuel, parce que la légère oxygénation qui est apportée par les pores du bois pendant l'élevage, ça lui donne encore plus de rondeur et de ce côté c'est un peu cette sucrosité de fruits qui n'est pas sucrée mais qui est ronde et enveloppante. Et c'est ça qui fait vraiment craquer les gens pour le pinot noir. Et puis, préparez vos questions, hein. Moi j'ai bientôt fini mon exposé, ça va être à vous maintenant. Comme c'est un cépage assez botanique, on peut le déguster jeune. On n'a pas forcément besoin, ça dépend des appellations bien sûr, mais on n'a pas forcément besoin de l'attendre très longtemps. On n'a pas besoin en fait que les tanins s'assagissent, que les tanins se fondent avec le temps. Et du coup, ça fait un vin qu'on peut déguster assez tôt et on va tout de suite être attrapé par ce côté très, très lisse, hein, très fluide en bouche. Voilà. Quels arômes on trouve dans le pinot noir? Quels sont les arômes un peu typiques du pinot noir? N'hésitez pas, si vous savez, je serais très contente. Je ne vous interroge pas un par un ou celui qui est au fond de la classe près du radiateur, hein, ni près de la fenêtre qui regarde les oiseaux voler. Mais n'hésitez pas à intervenir. Les arômes du pinot noir, c'est quoi par exemple? Avant que je vous donne la réponse, et si vous voulez donner votre langue au chat, mais en attendant, n'hésitez pas. Bonjour Gilles. Donc quels sont les arômes du pinot noir? Quels sont les arômes principaux du pinot noir? Parce qu'évidemment, après, dans chaque vin, on va avoir des choses très différentes. Allez-y, n'hésitez pas à chercher et à me dire les arômes. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir le pinot noir que je vais déguster avec vous. J'aimerais tellement que vous ayez le même vin en face de vous, dans vos verres. Vous allez voir, c'est une pure merveille. Enfin, vous allez voir, vous allez m'entendre plutôt. Donc, les arômes du pinot noir, je vous écoute. Allez, je vous en donne un. Oh, rien que le bouchon, ça sent merveilleux. Donc, les arômes du pinot noir. Alors, très souvent, tout à l'heure, j'en ai donné un. Je vous ai dit qu'en en prenant une gorgée de pinot noir, on avait l'impression de croquer dans une cerise. Vous savez, la cerise burla, là. Quand on croque, ça éclate en bouche. Hein. Donc ça, c'est vraiment un des arômes. La cerise, c'est vraiment très, très, très fréquent. Je parle des arômes d'un
Alors, vous êtes revenu, excusez-moi, il y a eu un petit bug de réseau là. Donc, les arômes du pinot noir. On a dit cerise qui éclate en bouche. Ça, c'est vraiment, on a l'impression, hop, dans un pinot noir jeune. Mais dans la famille de ce genre de fruits, il y en a plein d'autres qu'on retrouve fréquemment dans le pinot noir. La framboise, la fraise. Alors, la fraise, ça dépend des fraises. La fraise des bois quand c'est bien mûr. La petite gariguette croquante quand c'est un peu moins mûr. Le cassis, très fréquemment. Hein, le cassis aussi. Et puis, la groseille. Vous voyez, tous ces petits fruits. Tout ce qui est dans la famille des petits fruits rouges, des petits fruits noirs. C'est assez fréquent. Je sais pas si... Voilà. Ah, vous êtes revenu. Excusez-moi encore à nouveau. Donc, je parlais aussi des arômes des pinots noirs qui ont un petit peu plus d'âge. Effectivement, ça c'est pour tous les vins pareil. Hein. On n'a jamais les mêmes arômes dans un vin jeune que dans un vin un petit peu plus évolué. Donc, quand le pinot noir a pris un petit peu d'âge, et là tout d'un coup, on part dans une balade en forêt à l'automne, parce qu'on a ces jolis arômes de champignons, de feuilles mouillées, vous savez, dans les bois, il y a une odeur spéciale, un peu le mus qui commence à remonter avec l'humidité. Et ça, c'est vraiment des arômes qu'on retrouve dans les pinots noirs un peu plus âgés, comme la cerise à l'eau de vie. Voilà, ces arômes un peu de cuir qui sont vraiment magnifiques. Là, dans mon verre, je suis en train de me servir un vin de Bourgogne, c'est un 2014. Et du coup, je vous dirai après ce que c'est, hein, mais en tout cas, juste pour l'âge, hein, 2014. Le réseau marche pas là pour l'instant. C'est bête, hein. Et du coup, ça donne une toute autre palette aromatique qui est vraiment super intéressante. Alors, je vais juste le déguster un petit peu avec vous. Puis après on va parler de où est-ce qu'on trouve le pinot noir. Vous pouvez réfléchir à vos réponses. En tout cas, je vais déguster ce vin avec vous. C'est un vin de Bourgogne. C'est pas très étonnant connaissant mes origines et mes affinités. Mais voilà. Ça sent justement cette espèce de confiture de vieux garçon là, quand il y a un petit peu d'alcool, quand on met un petit peu d'alcool dedans, c'est comme un peu des cerises à l'eau de vie, mais il n'y a pas que des cerises. Donc ça donne ce côté un peu évolué qui est magnifique, magnifique. Et je sais pas si vous voyez la couleur. Vous voyez qu'en fait c'est transparent, on voit, c'est pas opaque, on voit vraiment cette belle limpidité. On voit bien à travers. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce rubis transparent. Je pensais pas qu'on verrait aussi bien. Et vous voyez sur la frange là, c'est un tout petit peu plus brun. Pas encore vraiment, hein, mais un tout petit peu. Et regardez quand la lumière passe à travers, comme c'est beau. Alors je vais juste le déguster pour vous donner envie. C'est pas très sympa de ma part, mais voilà, ça peut vous donner des envies quand même. Les tanins sont complètement intégrés dans la chair. Ça reste un peu charnu, mais les tanins sont superbes. Ça fait saliver. Il y a une bonne fraîcheur, une bonne acidité. C'est magnifique. Alors, je ne peux pas vous faire deviner ce que c'est, puisque vous n'avez pas le vin, ni l'avez senti, ni l'avez goûté, mais c'est un Marange premier cru 2014. Marange premier cru, la Fussière. La Fussière, c'est une des parcelles de Marange.
qui est exposée plein sud. En fait, elle est très longue, je crois qu'elle fait quasiment 1 kilomètre de long, mais elle est très peu, il y a très peu de hauteur, elle est juste tout en longueur, donc tout au sud. Du coup, c'est toujours très mûr finalement avec cette exposition. Et l'appellation Marange n'est pas très connue, mais dans ce village d'Euzys-les-Maranges, c'est rigolo parce que ils sont à la limite de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Et dans le village, les gens ont la possibilité de choisir leur immatriculation. Ils peuvent être soit 21 Côte d'Or, soit 71 Saône-et-Loire. Donc ça dépend. Quand on se balade dans le village, il y a des voitures qui sont immatriculées 21 et des voitures qui sont immatriculées 71. Ça n'a aucun intérêt de ce que je vous raconte sur le vin. Mais c'est juste au moins pour vous dire que c'est à la charnière de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Et en fait, Marange, c'est le coteau de Chassagne, Centenay, qui devient Marange. Et c'est un peu moins connu comme appellation, évidemment. Mais du coup, il y a des pépites, il y a des endroits absolument magnifiques, hyper bien exposés. Il y a des rouges et des blancs. Et on trouve des vins qui, à l'aveugle, peuvent vraiment être confondus avec des Centenay ou même certains Chassagnes. Et là, c'est le domaine Maurice Charleux. Bon, c'est son fils Vincent qui a repris maintenant. Mais ça fait partie des tout premiers domaines que j'ai découverts. J'ai des origines en Saône-et-Loire, c'est de là que viennent mes ancêtres qui étaient négociants en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et quand j'ai commencé dans le vin, et j'ai cherché quelques producteurs pour un peu me faire la main et les rencontrer. À l'époque, j'exportais des vins aux États-Unis. Et donc, je suis tombée sur ces gens-là. Donc, ça fait donc hyper longtemps que je les ai rencontrés. Et voilà, garde un super souvenir. Et depuis, je rachète toujours leurs vins. J'en ai très souvent à vendre à la cave. En tout cas, c'est des gens hyper discrets qui font des vins de toute beauté. Voilà, pas très connus et vraiment magnifiques. Donc, cette petite incursion de dégustation est terminée. J'aurais tellement aimé que vous puissiez le goûter. Si juste vous arrivez à voir la beauté de ce vin, et ça c'est typique du Pinot Noir, c'est pas très coloré, sauf certaines fois, sauf les millésimes très très solaires. 2014 c'était un millésime plutôt classique, plutôt normal, hein. Pas particulièrement chaud, donc on n'a pas autant de coloration. La peau des raisins, c'est comme nous, quand on bronze, ça se colore, hein. Là, en 2014, les raisins n'étaient pas particulièrement colorés. Donc, juste avant de commencer à déguster, je vous avais demandé, je vous avais dit qu'on allait regarder un petit peu où on trouve du Pinot Noir. Alors, à votre avis, là on a parlé un petit peu de Bourgogne, c'est sûr, mais encore, dites-moi, n'hésitez pas, lancez-vous, où est-ce qu'on trouve du Pinot Noir en France? Allez, lancez-vous, n'hésitez pas. Alors, tout au début, pour ceux qui étaient là tout au début, je vous ai parlé aussi de la Champagne. Il y a beaucoup de Pinot Noir en Champagne. Beaucoup de Pinot, surtout du Pinot Noir. Donc, il y en a beaucoup en Champagne, bien sûr. On fait des blancs de noir, ou alors on utilise en assemblage avec le meunier et avec le chardonnay pour faire des champagnes d'assemblage. On en trouve évidemment en Bourgogne, hein, où on produit tous les vins rouges de Bourgogne, presque tous les vins rouges, il y a un peu de gamay aussi, mais presque tous les vins rouges de Bourgogne sont faits à partir de Pinot Noir, dont ce Marange premier cru que j'ai dégusté là tout à l'heure. C'est il y a 100 appellations en Bourgogne, ils ne sont pas tous en vin rouge, mais voilà, il y a de quoi explorer. À tous les budgets, hein, il y a quand même la moitié des vins de Bourgogne sont des appellations régionales, donc ça donne vraiment
le choix sans débourser des tonnes de gros billets. On peut vraiment déguster des vins de Bourgogne sans forcément dépenser trop d'argent. D'ailleurs, mes abonnés en ont assez fréquemment dans leur box puisque j'en ai un peu fait ma spécialité, sachant que c'est difficile de trouver soi-même, de faire le tri soi-même. Il y a tellement de producteurs. En fait, la moyenne en Bourgogne, c'est 8 hectares. Donc imaginez, même si la Bourgogne ne représente que 2,5% de la production française, 8 hectares en moyenne, ça représente quand même énormément d'exploitations différentes. Et effectivement, c'est compliqué de s'y retrouver, de savoir qui choisir, comment les trouver. Voilà, donc c'est vrai que chez 3x20, ceux qui sont abonnés sont assez gâtés par les choix, parce qu'il y a assez fréquemment des vins de Bourgogne. Donc on en trouve en Champagne, on en trouve en Bourgogne, on en trouve où encore? Ah, il paraît que je vois pas les réponses. Je vois pas vos réponses. Apparemment non, parce que j'ai l'impression que personne ne répond. Alors, comment faire? Je ne sais pas. Il paraît que vous répondez, quelqu'un me dit que vous répondez, et moi je vois pas vos réponses. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire le monologue, mais j'aimerais bien que ce soit vous qui dites. C'est dommage. Je ne sais pas comment faire pour d'habitude, je vois ce que vous dites. Attends, je vais peut-être remonter par là. Ben non, j'ai que les gens qui regardent et pas les gens qui participent. Je ne sais pas pourquoi. Juste une petite question, Émilie. Est-ce que tu saurais ce que c'est ça? Peut-être les deux personnages, ça voudrait dire que là, on verrait les gens? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je continue. Pinot Noir en Alsace. En Alsace. Je te les mets là. Ah bah ouais, je veux bien, merci. Oh, ben maintenant je vois toutes vos réponses. Bon, j'ai un deuxième téléphone en face de moi. Comment? Je sais pas où sont. Enfin, c'est pas grave. Je vois que vous avez dit la framboise, les fruits des bois. Mais oui. Ne partez pas. Voilà, ça y est, c'est revenu. Bon, je suis désolée, je ne voyais pas vos réponses alors qu'effectivement plein de gens avaient répondu. Bon, j'ai vu que vous aviez donné plein de bonnes réponses sur les arômes. Maintenant, je voudrais plein de bonnes réponses sur où est-ce qu'on trouve du pinot noir. On a dit Bourgogne, on a dit Champagne. Absolument. Mais c'est pas tout, il y a d'autres endroits aussi. En tout cas, déjà en France, en Alsace, très bien. On me souffle dans l'oreillette Alsace. Effectivement, bien qu'on produise majoritairement des vins blancs en Alsace, il y a quand même un petit pourcentage. Je ne sais pas combien ça doit faire, peut-être 5%, peut-être 7% maintenant, parce que les pinots noirs ont du succès. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés et qui nous regardent, et en parlant du pinot noir d'Alsace, je vais vous faire un gros clin d'œil pour la box du mois de mai. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien vu. Je ne voulais pas spoiler, mais j'ai eu du mal à résister. Enfin bref, en tout cas, effectivement, on trouve du pinot noir en Alsace. C'est le seul cépage rouge qui produit du vin rouge en Alsace. Il n'y en a pas d'autres. Tous les autres cépages sont des cépages blancs. Il y en a 7 en tout. Alors, à quel autre endroit on trouve du pinot noir? En France déjà, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le monde et on va y répondre aussi. Dans la vallée de la Loire, absolument, dans la vallée de la Loire, dans le centre Loire. Pensez aux appellations
aux appellations Sancerre, aux appellations comme Mentou Salon aussi, où les vins rouges sont faits avec du pinot noir tout léger, tout en délicatesse, tout en finesse. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en France où on trouve du pinot noir? Il y en a. Il y en a, il y en a. Je vous donne une petite clou, petit indice, pardon. Dans le Languedoc, il y a un endroit assez précis dans lequel on trouve du pinot noir, qui est un petit peu en hauteur, un petit peu en altitude. C'est Limoux. Limoux, c'est dans l'Aude. Hein, c'est pas très loin de Carcassonne, mais c'est un peu dans les hauteurs, donc les nuits sont fraîches. Et du coup, c'est une appellation qui s'est fait un peu une spécialité de faire des beaux pinots noirs et des beaux chardonnays aussi. Hein. Alors, à part la France, il y a d'autres endroits évidemment où on trouve du pinot noir. J'ai vu passer Chili. Ah, attends, avant de partir de France, il y a Jean-Baptiste qui suggérait la Franche-Comté. Bon, on va dire le Jura. Effectivement, il y a des magnifiques pinots noirs dans le Jura. C'est un peu une extension de la Bourgogne, on va dire, bien sûr. Alors, pour sortir de France, au Chili, j'ai vu Chili, bien sûr. Et d'ailleurs, au Chili, plus on va au sud, et plus on a de magnifiques cépages qui aiment les régions fraîches. Vous savez, l'hémisphère sud, du coup, c'est inversé. Il fait frais au sud et il fait chaud au nord. Donc, plus on est dans les régions sudistes, plus il va faire frais. Et effectivement, d'ailleurs, plus on se rapproche de la Patagonie, ou des régions au Chili, la région de Biobío par exemple, plus on aura des vins frais. On fait d'ailleurs des très beaux effervescents, des cépages alsaciens dans ces régions-là, parce qu'il y fait très frais et c'est vraiment superbe. Donc oui, au Chili, il y a d'ailleurs pas mal de bourguignons qui sont consultants là-bas, ou même qui ont monté des partenariats avec des producteurs chiliens pour aller voir ce que ça donne. C'est très tentant, hein, c'est sûr, c'est très tentant d'aller voir comment ça réagit ailleurs. Où est-ce qu'on a aussi des beaux pinots noirs? Bon, il y en a un peu partout, mais à condition que les régions soient fraîches. Hein. C'est vraiment ça qui fait la différence. Il y a un autre endroit qui m'est assez cher, puisque j'y ai vécu longtemps, c'est la Californie. En Californie, il y a pas mal de pinot noir, notamment dans la région des vallées qui sont un peu à l'est de Santa Barbara, entre Los Angeles et San Francisco. Donc à l'est de Santa Barbara, dans la vallée de Santa Rita, par là, où il y a vachement de fraîcheur finalement qui vient de l'océan Pacifique, hein, qui vient s'engouffrer dans les petites vallées. De brouillard, et bien le brouillard ça permet à cette fraîcheur matinale de s'engouffrer et hop, elle va se resserrer là et elle va être aspirée au sud de la Napa Valley là, elle va être aspirée par le nord au cours de la journée, par la chaleur du nord, mais elle reste, le brouillard frais reste un peu capturé. Un endroit qui s'appelle Carneros, qui est un peu à cheval entre Napa et Sonoma. Et là, on trouve de très beaux pinots noirs parce qu'il y a cette fraîcheur, ce brouillard matinal qui arrose un petit peu le vignoble. Donc, plus on remonte et moins il y a de pinot noir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais dans ce petit endroit, il y a des pinots noirs hyper qualitatifs. Et puis après,
le long du Pacifique, en remontant le long du Pacifique, ça donne beaucoup de fraîcheur. Et là aussi, on a des très beaux pinots noirs à Sonoma, qui est finalement en prise directe avec l'océan Pacifique, qui rafraîchit les vignobles et qui lui permet d'avoir cette fraîcheur et cette finesse qui est très importante pour obtenir le côté raffiné qu'on aime dans le pinot noir. Et puis évidemment, après, au nord de la Californie, il y a l'état d'Oregon qui touche la Californie, hein. Et là, c'est devenu le nouvel Eldorado du pinot noir. Alors, c'est partagé, il y a une montagne qui coupe en deux l'État, hein, qui est nord-sud. Et là, il y a des pinots noirs. C'est des vins qui coûtent très cher par contre, hein. C'est vraiment des vins très très haut de gamme. Les grands crus bourguignons, c'est pas forcément plus cher, hein. Enfin, on est un peu dans ces mini-productions, micro-cuvées, vraiment avec la Bourgogne comme modèle, hein, comme inspiration. Et donc des petits coteaux, du petit parcellaire, vraiment un peu à l'échelle bourguignonne. Et c'est vraiment très très intéressant. Donc ça c'est aux États-Unis les beaux endroits très 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 qualitatifs pour le pinot noir. Et avec des profils très différents, évidemment, il fait quand même plus chaud. Donc la densité, hein, quand on le déguste, on n'a pas cette légèreté, cette finesse, ce côté hyper léger, un peu évanescent du beau pinot noir. On a quand même des choses plus structurées et plus denses. Mais franchement, voilà, on retrouve la trame qu'on aime dans le pinot noir avec cette délicatesse, cette élégance qui est vraiment particulièrement parlante et surtout mémorable, surtout qui marque vraiment le palais. Et voilà, la base de données du cerveau qui fait qu'on s'en souvient vraiment pendant très longtemps. Alors évidemment, il y a plein d'autres endroits dans le monde où on trouve du pinot noir, mais à chaque fois, ça va être aux endroits où il y a cette fraîcheur naturelle qui va permettre de ne pas avoir des choses trop massives. Donc ça va être même, regardez, dans l'hémisphère sud, en Australie, il y en a un petit peu, il y a une partie un petit peu plus fraîche, hein, la Yarra Valley qui est beaucoup plus fraîche parce qu'il y a cette prise directe avec l'océan. Mais regardez par exemple la Tasmanie, qui est entourée d'eau, ben c'est rafraîchissant l'eau. Donc on trouve des très beaux pinots noirs, des très beaux chardonnays. C'est presque comme en Nouvelle-Zélande. Pour eux à me regarder, mais voilà, vous êtes revenus. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais sur la Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de fraîcheur, 120 km maximum entre n'importe où en Nouvelle-Zélande où il y a des vignes et la mer. Et ça donne vraiment de la fraîcheur absolument partout. Voilà, sinon, bien sûr, il y a des pinots noirs à d'autres endroits, il y en a même en Europe, hein, en Allemagne, il y a des pinot noir magnifique dans la Rheingau, il y a des coteaux comme ça qui permettent vraiment d'avoir une belle maturité de raisin et superbe. Rheingau, Rheinhessen, là il y a des très beaux pinots noirs. En Espagne aussi, on fait notamment en Catalogne, on fait des vins effervescents de classe internationale. Dans le Penedès, par exemple, on fait des méthodes traditionnelles de toute beauté, hein. On a le droit d'utiliser du pinot noir et du chardonnay, en plus des trois cépages autochtones qu'on a le droit d'utiliser dans les cavas, hein. Bon ben voilà, on peut en parler pendant des heures. Je vois pas trop si vous avez des questions, si vous avez
Voilà, je vois, voilà, le Jura, la Suisse, bien sûr qu'il y a des pinots noirs en Suisse qui sont absolument, absolument magnifiques. Surtout sur ces coteaux là qui surplombent le lac. D'ailleurs, c'est un peu de l'escalade hein, de s'occuper de ces vignes là. C'est vraiment magnifique, mais voilà, c'est des terroirs spectaculaires qui donnent des vins spectaculaires. Hein. C'est vrai qu'en Bourgogne, par exemple, il y a moins de coteaux hyper abrupts comme ça. Même si, oui, ici ou là, bien sûr, parfois on grimpe assez haut sur certains coteaux. Mais c'est plus le milieu de coteaux qui est qualitatif parce qu'il est moins venteux. Hein. Le haut des parcelles, c'est plus, il y a plus de vent. En milieu de coteaux, c'est la meilleure exposition. Et c'est là qu'on trouve les parcelles les plus qualitatives et celles qui donnent leur nom qu'on retrouve sur les étiquettes, le nom des climats, on appelle ça des climats, qui sont représentatifs sur les étiquettes. Voilà, écoutez, on s'approche un peu du temps réglementaire. Est-ce que vous avez des petites questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je crois qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Mais, alors, est-ce un cépage? Alors, Marie, est-ce un cépage qui se vinifie seul ou en assemblage? Et dans ce cas, avec quels autres cépages? Alors, le pinot noir est plutôt généralement vinifié et élevé et mis en bouteille seul. C'est vraiment un cépage qui se suffit à lui-même, qui peut atteindre toute la complexité qu'on peut attendre d'un seul cépage. Par contre, il y a des endroits où on le trouve en assemblage. Déjà en Bourgogne, on peut l'assembler avec du gamay. À l'époque, on appelait ça du passe-tout-grain, vous avez sûrement entendu. Aujourd'hui, ça s'appelle plutôt coteau bourguignon, hein, l'appellation a changé. Mais donc, on peut l'assembler donc avec du gamay. Mais on peut aussi l'assembler avec, en Champagne, du chardonnay, soit que avec du chardonnay, soit avec du chardonnay et ou du meunier. Donc ça fait partie des trois cépages champenois. Donc on l'utilise en assemblage. Et c'est lui qui apporte le côté un peu fruits rouges, qui apporte un peu plus de structure, le côté très fruité d'un champagne, alors que le chardonnay, lui, apportera plus la trame minérale et puis une autre gamme aromatique. De toute façon, ils ont chacun leur gamme aromatique. Donc si on les ajoute les uns aux autres, ça complète, ça en fait plus, hein, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut trouver aussi du pinot noir en assemblage? Dans le Jura aussi, on assemble le pinot noir, hein, avec les cépages rouges. Bien ensemble, hein, bien sûr. On les trouve, c'est un peu, voilà, les deux doigts de la main. Ils sont cousins de toute façon, et ils ont chacun des petites particularités, mais très honnêtement, parfois, mettez un cru du Beaujolais avec un vin de Bourgogne à l'aveugle côte à côte, c'est pas forcément hyper facile de trouver lequel vient du Beaujolais et lequel vient de Bourgogne. Hein. C'est vraiment, vraiment des cousins. Et ils ont des points communs et ils savent très bien s'accorder. En parlant d'accord, effectivement, à table, le pinot noir, ben, c'est un champion. Hein, c'est franchement un champion parce que il peut atteindre de tels niveaux. Alors, il y a deux choses. Soit il atteint des niveaux de complexité avec les grands terroirs, un petit peu d'âge, etc. Et là, il faudrait surtout pas cuisiner quelque chose de trop sophistiqué parce que
il va falloir choisir qui est la star, hein, qui prend le podium, c'est le plat ou c'est le vin. Hein. Mais si on met les deux au top du top, là ça va être la compète. Ils vont jamais, il n'y en a pas un qui va laisser parler l'autre. Ça va être la compétition. Hein. Donc, et ça c'est valable pour n'importe quel grand vin. C'est pas la peine de cuisiner quelque chose de trop complexe quand on cherche à mettre en avant un vin. Il y en a un qui prend la parole et l'autre qui fait le second. Hein. Par contre, les pinots noirs qui sont si juteux, si jeunes, avec ce côté hyper facile, lisse, fluide, etc. Ben là, on peut cuisiner des choses un peu plus élaborées parce qu'ils vont laisser parler. On va peut-être voilà, peut-être s'en arrêter bientôt là, sauf si vous avez des questions, dites-moi. N'hésitez pas. Il reste encore 2-3 minutes si vous voulez. Ça sent brûlé. Hein, Émilie, tu penses? Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous dire au revoir. Du coup, je vais vous dire au revoir. Je voulais vous dire que, évidemment, comme à chaque fois, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je voulais vous dire aussi que jeudi, eh bien, ce sera sur Instagram. Et comme tous les jeudis, c'est avec un invité. Donc, rendez-vous sur l'Instagram de 3x20 jeudi à 19h. Et puis sur Facebook, bah, ce sera dimanche prochain, pareil, à 19h. Et on abordera un nouveau sujet. On abordera 2 compères qui vont très bien ensemble et qui sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Mais surtout, on les abordera ensemble parce que ce sont des vins qu'on retrouve en assemblage. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous rappelle juste que je suis Marie-Dominique Bradford, que je suis la fondatrice de 3x20, qui est le pionnier de la boxe de vin en France depuis 2010. Et tous les mois, on envoie à nos abonnés une box de vin, encore plus pertinent en ce moment de confinement. Nos abonnés reçoivent à domicile une sélection mensuelle surprise de 2 ou 3 bouteilles.